Bonjour aux futurs bacheliers qui auront leur bac en 2021. Donc voilà une série de révision numéro 1 dans laquelle je vais traiter les ondes mécaniques et le circuit RC. Donc c'est une série que j'ai déjà postée sur la chaîne pour ceux qui vont la préparer avant de voir la solution. Bien, donc dans l'exercice 1, on va s'intéresser à une onde mécanique. Donc voilà, on vous dit un vibreur muni d'une pointe excite la surface libre au point S milieu d'une cuve à onde carrée de côté D de profondeur H. Définir une onde progressive, déterminer à partir de ce graphe l'amplitude, la fréquence, la valeur de θ et qu'est-ce que ça signifie cette valeur-là. On vous donne la distance, déduire la distance entre la source et le point M, sachant que la vitesse est égale à 0,25 mètres par seconde. Ensuite, établir l'équation horaire du mouvement du point M1. C'est-à-dire, quelle est l'équation théorique de YM1 en fonction du temps. Ensuite, montrer que l'équation du mouvement de la source, à partir de l'équation horaire du point M, déduire l'équation de la source, sachant que la source commence son mouvement à l'origine du temps. Ensuite, comparer le mouvement de M1 et celui de la source, sont-ils en phase, en opposition de phase ou en quadrature de phase. Et représenter sur la figure 3 le diagramme du mouvement du point M2 de la surface, sachant que M2, elle, se trouve à 2 cm de la source. Ensuite, nous avons deux exercices très intéressants sur le circuit RC. Un premier circuit où on va utiliser alternativement une source de tension continue, une source de tension courant continu, une source de tension continue, d'accord. Et on va essayer de déterminer dans chaque cas, bien sûr, quelques données comme la capacité du condensateur. Donc je vous laisse lire l'énoncé tranquillement. Ensuite, déterminer l'équation mathématique et ainsi de suite. En bref, toutes les questions. Bref, ce qui diffère, c'est dans un cas, on va travailler avec une source de courant constant, c'est-à-dire source de courant continu, et l'autre dans source de tension continue. Donc je rappelle, source de courant continu, il fournit un courant constant, quelle que soit la tension à ses bornes. Source de tension continue, c'est la tension à ses bornes qui est constante, quel que soit le courant qui le traverse. Ensuite, on va demander de déterminer la valeur de la capacité à partir de la courbe C2. Bien sûr, schématiser le circuit, comment brancher l'oscilloscope, il y a plein de questions intéressantes. Déterminer la relation entre le courant D de ISU sur D de T, l'équation différentielle. Ensuite, montrer que U de C égale à I0 et déterminer taux et en déduire la capacité. Pour l'exercice 3, il est encore beaucoup plus intéressant que l'exercice 2 parce que là, faites attention, il contient deux résistances, une résistance fixe et une résistance variable. Donc R1 il est donné, R2 il est variable. Donc première partie, c'est classique, indiquer le schéma physique le phénomène physique mis en jeu lorsqu'on met l'interrupteur en position 1. On va dans l'équation de la solution déterminer taux. À l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on obtient deux courbes indiquées sur un schéma clair comment brancher l'oscilloscope, identifier les deux courbes, celle qui correspond à quelle tension. Ensuite, déterminer graphiquement la force électromotrice. Déduire la constante du temps. Ensuite, on vous dit la valeur de IC, un instant T égale à 10 millisecondes. Question importante. La valeur de IC à un instant T égale à 10 millisecondes. À partir de cette question, déduire la charge, l'intensité et l'énergie stockée, toujours à 10 millisecondes. Ensuite, on refait cette opération successivement avec différentes valeurs de ECR1 et on vous donne 4 courbes. Et pour chaque série de valeurs, associer la courbe qui lui correspond. Dans la deuxième partie, à une nouvelle date, on va maintenant basculer vers la décharge en prenant R2 égale R1. Là aussi, faire très attention. Préciser l'expression de la nouvelle valeur de la constante du temps. Comparer la temps de décharge et le temps de la charge. Sachant que la tension au bord du condensateur, c'est E exponentielle moins T sur taux prime. Représenter l'allure de la courbe qui traduit l'évolution de I en fonction du temps. Bien. J'espère que vous avez bien travaillé cette série. Allons-y pour la solution. Donc avant de commencer l'exercice sur les ondes mécaniques, donc c'est une vidéo que j'ai déjà montrée dans le cours qui est sur la chaîne pour les ondes mécaniques. Voilà un point par exemple qui se trouve de la corde.
on va commencer à créer le vibreur va commencer à créer un mouvement à t égale à 0. Vous voyez, par exemple, voilà. Si je stoppe ici, ça, vous voyez bien que ce point M, il est toujours au repos. Donc, le point M ne va commencer à vibrer qu'après un certain temps tau, θ. C'est quoi ce temps θ? C'est le temps qu'on va mettre l'onde pour arriver au point M. Deuxième point que je vais rappeler, faites la différence entre l'aspect d'une onde à l'instant t et le mouvement d'un point en fonction du temps. Là, par exemple, ce que vous avez à l'écran, c'est l'aspect de la corde à un instant t égale à t sur 2. D'accord? Donc ça, c'est t sur 2, ou bien lambda 1,5 t, ou bien lambda 1,5. Ça, c'est l'aspect de l'onde à l'instant, une période, voilà, une période écart, hein, t,25 plutôt. Hein. Donc t sur 2, c'est, bon, je refais, oh, voilà, période, non, je l'ai raté un petit peu, voilà, par exemple, jusque là, voilà, une période plus t sur 2, d'accord? Bien, maintenant je continue la vibration, vous voyez, jusqu'à cet instant, hop, ah, j'ai raté, c'est pas grave, jusqu'à cet instant, le mouvement M était fixe. Et à partir de cet instant θ, il commence à vibrer. Et vous voyez bien que le mouvement de M reproduit exactement le mouvement de S. Hein, mais avec un certain retard. Et c'est ça qu'on va étudier dans cet exercice. Bien. Première question, donc, définir une onde progressive, bien sûr, ça vous l'avez dans votre cours, c'est une série d'ébranlements, bien de perturbations qui se propagent dans un milieu élastique donné. Cette propagation, bien sûr, et c'est valable pour les ondes mécaniques, s'effectue sans transport de matière, pour toutes les ondes plutôt, avec transport d'énergie. Donc, on vous donne une courbe et on vous demande, à partir de la courbe, déterminer d'abord l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est voilà, c'est la distance entre 0, l'axe des X, et le maximum. C'est cette quantité-là. Et vous voyez bien que l'amplitude, dans notre cas, c'est combien? C'est 2 mm. La fréquence. Pour déterminer la fréquence, il faut déterminer la période. Distance, le temps entre deux maximums consécutifs. D'accord? Vous voyez bien ici, c'est Y en fonction du temps. Donc ça, ce qu'on représente ici, c'est Y de M en fonction du temps. D'accord? Ce n'est pas l'aspect d'une onde à l'instant T. C'est l'élongation d'un point M en fonction du temps. D'un point M bien déterminé de la corde. Donc entre deux maximums, c'est la période. Donc vous faites 12 moins 8, ça vous donne 4 quoi? 10 moins 2. Faites toujours attention à ce qui est écrit ici, ce qui est écrit là. Donc 4, 10 moins 2, vous faites l'inverse, ça vous donne 25 Hz. Qu'est-ce qu'on peut déterminer aussi? θ. Donc θ, c'est le temps entre cet instant-là et cet instant-là. Vous avez 4, donc 5. Donc θ, c'est 5, 10 moins 2 secondes. Que représente θ? C'est le temps avec lequel le point M1 reproduit le même mouvement que S. Autrement dit, c'est le temps mis par l'onde pour parcourir la distance SM. D'accord? Justement, on nous demande de calculer la distance SM1, donc on connaît la vitesse, on va dans la vitesse, vous connaissez la distance, la distance, vous allez déterminer le temps. Donc par définition, la vitesse, c'est la distance sur le temps. La distance SM1 sur θ, petit calcul, vous donne 1,5 cm. Donc le point M1 se trouve à 1,5 cm de la source. Établir l'équation horaire maintenant. Qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer cette équation? C'est une fonction sinusoïdale. Donc l'équation R, il nous faut l'amplitude, on l'a déjà, la fréquence, on l'a déjà, il nous reste le déphasage. Et je vous montre comment on calcule le déphasage. Donc d'abord, voilà l'expression générale d'un point M de la corde. C'est A sinus 2π sur T, T moins θ plus phi. D'accord? Sachant que Y de S, c'est A sinus 2π sur T fois T plus phi. D'accord? Donc le mouvement de M reproduit le même mouvement de S, mais avec un retard, bien sûr, de θ. Mais il faut noter d'abord que pour t inférieur à θ, ym égale à 0. Donc ça, c'est valable uniquement si t est supérieur à θ. Et ça, vous le notez très bien. Beaucoup d'étudiants ou d'élèves font des erreurs sur ce point-là. Donc cette expression n'est valable que pour t supérieur à θ. Donc θ qu'on a calculé tout à l'heure. Pour déterminer phi, bon, vous avez plusieurs façons. Moi, je vais vous donner une. C'est vous calculer, par exemple, d'accord, ym, un instant t, et vous comparez avec ce que vous avez dans la courbe. Le temps le plus simple,
Si t moins θ égale à t sur 4, ça veut dire ce terme, c'est un quart de la période. Après un quart de la période, je vais calculer y de m et je compare avec la courbe. Je reviens à la courbe. Vous voyez bien qu'après un quart de la... Ça, c'est une période t. Après un quart de la période, ym, il est minimal. Donc, son amplitude, c'est moins a. Je l'applique ici. Donc, d'abord, si t moins θ égale à t sur 4, vous voyez bien que 2π sur t facteur de t moins θ, ça devient π sur 2. Donc, ym devient a sinus π sur 2 plus phi. Et ça, d'après la courbe, c'est moins a. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est d'après la courbe. Et ça, parce que je vais calculer cet instant-là, cette amplitude, un instant très simple, c'est lorsque t moins θ égale à t sur 4. À partir de là, on peut déterminer phi. Donc, sinus π sur 2 plus phi égale à moins 1, en simplifiant par a. Donc, phi plus π sur 2 égale à moins π sur 2, d'accord? Donc, 1 moins π sur 2, et vous donne le déphasage, bien sûr, est égal à phi. Donc, quel est l'angle qui a pour sinus moins 1? C'est moins π sur 2 ou bien 3π sur 2. Donc, phi plus π sur 2 égale à 3π sur 2. Donc, phi égale 3π sur 2 moins π sur 2. Ça vous donne pi. Et voilà, on obtient en définitive ym de t. Donc, a sinus, la fréquence est 25 fois 2π, ça vous donne 50π, moins 2,5π plus pi. D'accord? Donc, 1 sur t, c'est 25. Donc, 25 fois 2, c'est 50. Et 25 fois θ, ça vous donne 2,5. Et le déphasage pi. Bien. Une fois qu'on a déterminé l'élongation de m en fonction de t, on nous demande de déduire, de montrer que la valeur de ys est égale à ça. Bon, c'est quoi la relation entre ym? Donc voilà, moins 2,5, bien sûr, on peut le réécrire autrement, on ne va pas le laisser comme ça, parce que ym est périodique. Tout ce qui est 2kπ, on enlève, donc moins 2π, ça s'en va, parce que sinus a moins 2π, c'est sinus a. Il nous reste sinus moins 0,5π plus pi, ça vous donne plus pi sur 2. D'accord? Bien. Maintenant, ça on le connaît par cœur dans le cours, pardon. Donc l'élongation de m, c'est l'élongation de s à l'instant t moins θ. Autrement dit, si t est égal à θ, d'accord, ça veut dire ym à l'instant θ, c'est ys à l'instant initial. D'accord? Et à partir de là, en faisant un changement de variable, j'obtiens, je pose t' est égal à t plus θ. Donc, ym à l'instant t plus θ, c'est ys à l'instant t. D'accord? Donc, ys à l'instant t, c'est tout simplement l'élongation de m à l'instant t, plus le temps qu'on va mettre l'ordre pour arriver au point m. Je connais ym de t, je remplace juste t par t plus θ. Aussi simple que ça. Voilà. Je remplace t par t plus θ, et θ, on a montré qu'il est 5, 10, moins 2 secondes. Et je développe ceci un petit peu, donc 50π, 50 fois 5, ça vous donne 10 moins 2, ça vous donne 2,5. La même chose, j'enlève 2π, il me reste π sur 2 plus π sur 2, et je retrouve bien l'amplitude qu'on me donne. Très bien. Question suivante, comparer le mouvement de M1 et de S. Donc, pour comparer deux mouvements, vous avez deux façons. Soit vous calculez la différence entre leur position et comparer par rapport à lambda, ou bien, ici, on connaît le déphasage des deux, on connaît ym, ys, donc on peut déterminer directement le déphasage. Bien, donc voilà, donc d'abord, je détermine, comparer les deux mouvements, je détermine la longueur d'onde. Donc, je connais la période, je connais les vitesses. Vous vous rappelez la fameuse formule lambda égale à TV. Donc, T, c'est la période, V, c'est la vitesse de l'onde. Donc, la longueur d'onde de cette onde, c'est 1 cm. D'accord? Maintenant, la distance SM1, c'est 1,25 cm. Ça veut dire lambda plus lambda sur 4. Donc, je peux déduire tout de suite que SM1 sont en quadrature de phase. Parce que la différence entre leurs positions, c'est lambda sur 4. Mais je peux le déduire aussi directement à partir des équations que j'ai déjà calculées. Le déphasage de M, c'est pi sur 2. Le déphasage de S, c'est pi. Donc, le déphasage de YM par rapport à YS, c'est pi moins pi sur 2. Et ça vous donne pi sur 2. Donc, S et M, lorsque le déphasage est pi sur 2, on parle de points qui vibrent en quadrature de phase. C'est-à-dire, c'est l'une est maximale, l'autre est nulle. Représenté sur la figure 3,
le diagramme du mouvement d'un point M2 cette fois-ci situé à la surface de l'eau à la distance SM2 égale à 2 cm. Bon, il suffit de calculer θ' pour le point M2. θ' c'est 0,08 secondes. Donc voilà, il va commencer à vibrer ici. Donc ce point-là va reproduire aussi le même mouvement de S, mais avec un retard de 0,08, ça veut dire 80 millisecondes. Donc vous voyez, je vais vous continuer à tracer le même mouvement que celui-là, mais avec un déphasage, avec un retard entre 0 et ce point de 0,08. Voilà. Bien, donc voilà pour ce premier exercice où on a traité, revoir un peu les points essentiels sur les ondes mécaniques. Bien. Maintenant, on va entamer justement le circuit RC. Bon, les questions faciles, je vais passer rapidement. Tout ce qui est démonstration d'équations différentielles, j'ai largement étudié ça sur la vidéo qui concerne le cours. Vous avez tous les corrigés de tous les anciens bac, soit PC, soit Sciences Maths, ils sont sur la chaîne par thème. Je les regroupés par thème de circuit RC. Donc, je vais passer aux choses intéressantes. Bien. Maintenant, on vous dit associer à la courbe C1 le générateur correspondant. Donc, vous avez deux courbes. On a chargé un condensateur en utilisant une source de courant continu et une source de tension. Maintenant, C1, est-ce qu'elle correspond à source de courant continu ou bien source de tension? Bon, c'est très simple. Pour la source de tension, vous avez la tension qui monte d'une façon rapide, ensuite il tend vers sa valeur maximale. Là, c'est une augmentation linéaire. Donc, c'est C1. UC est une droite. Parce que c'est une droite, donc le générateur utilisé dans ce cas-là, c'est un générateur de courant. Bon, déterminer l'équation mathématique de cette courbe C1. Bon, condensateur se met une source de courant. Or, pour une source de courant continue, I0, c'est une constante. Et sa valeur, c'est la charge divisée par le temps. Donc, si la tension est variable, on écrit I égale à D de Q sur D de T. Mais pour une source de courant continue, I c'est Q sur T. Il n'y a plus de dérivée. D'accord? Donc, UC, c'est Q sur C. Vous remplacez Q par sa valeur, c'est I0 sur C fois T. Vous voyez bien que UC, en fonction du temps, c'est une droite de la forme AX. Avec la pente, c'est I0 sur C. Donc, déterminer la valeur de la capacité, justement, on va penser à cette pente-là. La pente, c'est I0 sur C. Je vais déterminer la pente de cette courbe, de cette droite-là. La pente, je prends 2 points. Le plus simple ici, c'est 4 volts divisé par 0,8 secondes, ça me donne 5. Je connais la valeur de I0, donc je peux déterminer C. Donc C, I0 sur C, donc C c'est I0 sur 5, voilà, donc je sais bien sûr, c'est I0 sur 5, je remplace et je trouve 47, 10 moins 5 farad, ça veut dire 4,7 microfarad. Bien. Maintenant, déterminer la valeur de la capacité à partir de la courbe C2. Donc là, on a déterminé C à partir de la courbe C1. Maintenant, on va faire la même chose, mais en utilisant source de tension continue. Source de tension continue, justement. Donc, quel est le schéma qui permet de déterminer cette courbe? Ça, il faut le savoir par cœur. Vous avez un générateur de tension, et une résistance et une capacité. Établir l'équation de proportionnalité entre l'intensité I et D de UC sur D de T. Toujours classique, utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc vous avez la tension fournie par le générateur. Bien sûr, voilà les deux relations de base, je ne cesse de le répéter. UC c'est Q sur C, I égale à D de Q sur D de T. Donc là, j'utilise source de tension. D'accord? Si c'était source de courant, I c'est Q sur T. Bien, maintenant la loi d'additivité des tensions, ou même, j'ai pas besoin ici, bon, parce qu'on me dit de déterminer juste la relation entre I et D de UC sur D de T. Donc I, je remplace Q par C fois UC, donc ça vous le savez par cœur, c'est C D de UC sur D de T. Donc, que devient cette relation en régime permanent? En régime permanent, U de C c'est une constante, la dérivée d'une constante est nulle, donc le courant il est comment? Le courant est nul, tout simplement. Donc I est 0, le courant en régime permanent, ce que je notais IP, est égal à 0. Bien, l'équation différentielle, bon ça... Vous faites la loi d'additivité, on l'a fait plusieurs fois, je passe rapidement. Donc là, j'ai noté la tension I0, d'accord, à la place de E. Donc par analogie avec cette expression-là, donc voilà l'équation différentielle qu'on obtient. Vous faites l'analogie, vous voyez bien que A c'est 1 sur RC et B c'est I0 sur RC. Bien, en régime permanent,
donc vous voyez bien que la relation entre UC en régime permanent, D de UC sur D de T égale à 0, d'accord? Donc D de UC sur D de T égale à 0, donc UC est égal à U0. Donc vous simplifiez par ça, vous simplifiez par RC, et vous voyez bien que en régime permanent, UC c'est tout simplement U0. C'est-à-dire la tension au bord du générateur en régime permanent est exactement égale à la tension au bord du condensateur. Donc on peut répondre autrement. On a montré qu'en régime permanent, I égale à 0, donc U de C, ou bien U0 est égal à quoi? Est égal à 0 plus U de C. Donc, U0 est égal à U de C. Bien. Maintenant, on veut déterminer taux. Donc là aussi, classique, taux, puisque la tangente elle est tracée. Je trace l'horizontale qui correspond au régime permanent. L'intersection avec la tangente, vous faites son abscisse et ça vous donne taux. Donc, taux c'est 0,2 secondes. Je connais la résistance et je retrouve bien 4,7. Non, ça doit être une erreur. Oui, c'est ça. Ça veut dire 47, 10 moins 5. Ou bien, attendez. Bien, c'est bien la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, effectivement. Donc, c'est 47, 10 moins 5. 10 moins 5 farad. Bien. Donc, voilà pour l'exercice 2. Donc, je passe à l'exercice 3. Donc, on pose, si on met l'interrupteur en position A, on est bien sûr dans le cas de décharge. Mais là, première remarque. Astuce, faire très attention. Là, on vous a donné le courant dans le sens vers le bas. D'accord? Alors que d'habitude, toujours le courant est vers le haut. Donc, faites attention. Donc, pour mettre les flèches au bord de chaque dipôle, ça c'est la tension. Toujours, elle est dans le même sens du courant pour le générateur. Pour les autres dipôles, dans le sens inverse en convention récepteur. Donc, l'équation différentielle vérifiée par I de C, c'est E est égal à quoi? Est égal à I de C plus I de R. Donc, vous avez U de R égale à RI, RC. Donc, ça, c'est toujours la même différence. Donc, même équation, on ne va pas tarder. Donc, sachant que UC, on va dans la solution déterminer taux. Donc, classique, je calcule D de UC sur D de T. Je remplace D de UC sur D de T et UC par leur valeur. Et j'obtiens par identification. Donc, voilà D de UC sur D de T. Je remplace dans cette équation-là UC par sa valeur, D de UC, je mets exponentielle moins T sur taux égale à 0. Ça, c'est valable quel que soit T, si et seulement si, ce qui est entre parenthèses est 0. Ça veut dire taux égale à RC. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Bien. Connexion avec l'oscilloscope. Là, il faut faire attention. Donc le courant, c'est là où il faut faire attention. Le courant, il sort ici. Donc la masse, c'est là où il faut le mettre et non pas ici. Donc faites très attention. Et pour visualiser I0, la tension au bord du générateur E, je vais envoyer ça vers l'une des entrées de l'oscilloscope. Je l'appelle par exemple voie Y1. Ensuite, vous voyez la masse est là. Donc pour visualiser I de C, j'envoie ici vers Y2. Donc comme ça, vous avez ici cette tension-là, qui est la tension en ce point, moins 0. C'est exactement la tension au bord du condensateur. Et cette tension-là, c'est la tension au bord du générateur. Donc là, il faut faire très attention parce que le courant est dirigé vers le bas. Bien, donc, voie 1, donc je vais visualiser la tension au bord du générateur. Et voie 2, je vais visualiser la tension au bord des récepteurs. Donc, pourquoi on associe la courbe 1 à la tension au bord du générateur? Pourquoi la courbe 2 à la tension au bord du condensateur? C'est très facile. Le condensateur était déchargé à T égale à 0. C'est la courbe 2 qui démarre par 0. D'accord? Donc ça, c'est la tension I de C. Et pour la source de tension, il est défini par une tension continue. Donc c'est la courbe 1. Donc, déterminer graphiquement la force électromotrice. Donc, on lit directement ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est E. Donc, E égale à 6 volts. La constante de temps. Donc là, la tangente, elle n'est pas tracée. Donc, souvent, je vous conseille, si la tangente n'est pas tracée, parce que si vous essayez de la tracer, c'est pas évident on peut faire une erreur sur le traçage de la tangente. Le mieux, c'est de calculer la tension au bord du C à T égale à taux. Donc à T est égal à taux, vous savez que c'est égal à 0,63 E. Vous connaissez E, vous calculez cette valeur, c'est 3,78. Et on va vers la courbe. Vous avez 1, 2, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Donc un petit peu moins que 3,8. Ça vous donne à peu près 6 millisecondes. Donc voilà. Donc 6 millisecondes. Bien. Donc j'étais haut, voilà, taux égal à 6 millisecondes.
Bien, maintenant, déduire la capacité. Donc, vous avez taux est égal à RC. Donc, taux, c'est C, c'est taux sur R. Donc, là aussi, classique, C égale à 6 microfarads. Maintenant, la valeur de IC est égale à 10 millisecondes. Bon, vous allez sur la courbe, 5, 10, voilà 10. Et je cherche la valeur de IC. Et je trouve 1, 2, 3, 4,8. Bon, là, je l'ai déplacé un petit peu. 4,8 volts. D'accord? Donc, si je connais la tension U de C, je peux déduire Q. Q, c'est C fois UC. Donc, tout simplement, d'accord, faites attention ici aux unités. Donc, C, c'est en microfarad. Donc, la charge, ça va être en microcoulombes. Donc, 28,8 microcoulombes. Bien. Pour l'intensité du courant. Bon, ça, c'est la question importante. Pour déterminer I, vous avez deux méthodes. Vous avez la première méthode où il y a beaucoup de calculs. C'est quoi? Et celle, je pense, à laquelle vous avez tous pensé, c'est d'écrire I, c'est C d de IC sur d de t. Je connais l'expression de IC en fonction du temps. Je dérive et je remplace t par 10 millisecondes. Bon, vous pouvez le faire, mais il y a beaucoup de calculs. Mais vous avez une deuxième méthode beaucoup plus simple, c'est la suivante. Je sais d'après la loi d'additivité de tension, E égale à UC plus U de R, ça c'est valable quel que soit T. À chaque instant, la tension fournie par le générateur de 6 volts et se trouve toujours partagée entre les bords du générateur et le bord de la résistance. Et en régime permanent, comme U de R égale à 0, je trouve U de C égale à 6 volts. Maintenant, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe à 10 millisecondes. À 10 millisecondes, j'ai aussi E égale à U de C plus RI. Or, je connais UC égale à 10 millisecondes, E c'est une constante, R c'est une constante, donc je peux déterminer I. Donc, vous voyez. D'ailleurs, c'est une équation qui est valable quel que soit T. À chaque instant, d'après la courbe, vous pouvez déterminer I de C. Connaissant I de C, vous pouvez déterminer I à n'importe quel instant. Donc, en particulier à 10 millisecondes, vous voyez que I égale à 1,2 mA. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser C d de IC sur d de t. Bien, l'énergie stockée par le condensateur, là aussi, il faut faire attention, c'est à t égale à 10 millisecondes. Donc, ça, c'est l'énergie fournie en régime permanent. À chaque instant, c'est 1,5 C UC au carré. Donc là, ça, c'est l'expression. Il suffit de remplacer UC par sa valeur à t égale à 10 millisecondes et vous trouvez 69,12 microjoules, c'est-à-dire 10 moins 6 joules. Bien. On refait cette opération successivement avec différentes valeurs. Donc voilà, vous avez le tableau. Comment associer chaque courbe A, donc laquelle correspond à courbe A, aux valeurs A, B, à l'expérience A, B, C, D. Bon, premièrement, il faut calculer d'abord taux. Taux, c'est R fois C. Donc voilà, j'ai reporté ici les valeurs de taux. Premier point, vous voyez bien que pour 2, vous avez la tension utilisée 6 volts. Pour le 2, c'est 3 volts. Donc je vais déjà isoler courbe 1, 2. Ça correspond à A et T, et courbe 3 et 4 correspond à B et C. Maintenant, si je prends les courbes A et D, lesquelles correspondent à 1 et 2, donc je regarde la constante du temps. Donc c'est la courbe 1 qui se charge rapidement, donc il y a la constante de temps la plus faible, donc je regarde entre A et D, qui a la constante du temps la plus faible, c'est A. Donc 1 correspond à la courbe A, et par conséquent 2 à la courbe D. Même raisonnement pour B et C, qui a la constante de temps la plus faible, c'est C. Donc 3 c'est C et par conséquent 4 c'est B. D'accord? Voilà. Bon. Maintenant, à une nouvelle date origine, date t égale à 0, on bascule le commutateur sur la position 2 et on règle la valeur de R2 égale à R1. Précisez l'expression de la nouvelle constante du temps T'. Je suis sûr que un grand pourcentage de vous va dire, bon, puisque R1 égale à R2, donc taux prime égale à taux, puisque taux égale à RC. Oh, vous êtes induit en erreur, chers amis. Pourquoi? Parce que faites attention ici, il n'y a pas que R1, il y a tout dans la décharge, vous avez les deux résistances en même temps. Vous avez R1 et R2. Donc le condensateur va se décharger non pas à travers R2 uniquement, mais à travers R2 et en même temps R1. Donc la résistance à travers laquelle il va se décharger, c'est R1 plus R2, qui est 2 fois R1. Donc taux prime, c'est R fois C, mais R, c'est 2 fois R1. Donc c'est 2 fois taux. Donc taux prime, ça sera le double de taux. Donc je connais taux, 2 fois 6 millisecondes fois 2, donc 12 millisecondes. Maintenant, je compare le temps de charge-décharge. Bon, vous savez qu'au bout de 5 taux, le condensateur est complètement chargé.
Donc, delta T, c'est 5 taux, 30 millisecondes. Delta prime, c'est 5 taux prime. Donc, ce sera 2 fois delta T. Donc, 60 millisecondes. Pourquoi 5 taux? Donc, il suffit de remplacer dans l'expression de E de C, U de C T par 5 taux. Vous allez trouver que U de C, c'est à peu près 99% la valeur de la tension au bord du générateur. C'est pourquoi on dit qu'à 5 taux, le condensateur est pratiquement complètement chargé. Donc, sachant qu'au cours de la décharge, on va dans l'expression de E représenter I. Bon, ça, vous le savez tous. Vous voyez que I est négatif. Donc, voilà l'expression de I. Donc, j'ai avec, bien sûr, I0, c'est moins E. Donc, il faut démarrer ici par moins E sur R1 plus R2. À T égale à 0, c'est moins E sur R. Et R, c'est R1 plus R2. Et vous faites une courbe comme ça. J'ai donné aussi, d'une façon générale, U de R, c'est la même, bien sûr, il suffit de multiplier par une résistance. Et la tension au bord du condensateur, c'est décroissante. Voilà pour cette première série. J'espère qu'elle vous a plu. Essayez bien sûr de la commenter, de la partager avec vos amis. Et à très bientôt pour d'autres contributions.